C'était l'une des missions les plus audacieuses jamais entreprises, une opération israélienne qui a pénétré au cœur même de l'Iran. Les opérations terrestres ont été soigneusement planifiées à l'avance et se sont déroulées en plusieurs étapes stratégiques. La première étape comprenait le lancement de missiles Spike pour détruire les systèmes de défense aérienne iraniens. La deuxième étape consistait à établir secrètement une base de drones sur le territoire iranien. Ces bases sont situées de manière à cibler le système de défense aérienne S-300. Lors de la troisième étape, Israël a mené des frappes aériennes en utilisant des bombes anti-bunker visant des sites nucléaires clés, à savoir Fordo, Natanz et Ispahan. Ces installations nucléaires sont fortement fortifiées, enfouies profondément sous terre, avec des bunkers dont la hauteur est estimée à 6 étages. Bien que ces frappes ont causé certains dégâts à l'infrastructure environnante, elles n'ont pas infligé de dommages importants aux installations principales enfouies en profondeur. Pour atteindre une telle profondeur, Israël aurait besoin de la bombe américaine Guided Bomb Unit 57 Massive Ordnance Penetrator capable de pénétrer à plus de 8 étages sous terre et elle est transportée par le bombardier furtif B-2. Je vais vous en dire plus à ce sujet dans cette vidéo. Ce qui distinguait l'opération Lion ascendant des frappes précédentes d'Israël en Syrie, en Irak ou même lors de missions secrètes en Iran, c'était la combinaison sans précédent d'une infiltration terrestre, d'une pénétration interne et de frappes aériennes de haute précision. Ce n'était pas simplement une attaque isolée de plus, c'était une offensive soigneusement coordonnée visant à démanteler l'infrastructure militaire de l'Iran de l'intérieur, portée par une frappe synchronisée. Pendant plusieurs mois précédant l'opération, des agents israéliens ont été déployés en profondeur sur le territoire iranien. Travaillant dans le plus grand secret, les agents du Mossad faisaient la passer clandestinement dans le pays des systèmes de missiles de haute précision. Parmi eux, il y avait des missiles. Des missiles pour à visibilité indirecte, habilement installés sur des plateformes mobiles et dissimulés à l'intérieur de véhicules civils. Ces lanceurs étaient stratégiquement placés à proximité d'infrastructures militaires iraniennes cruciales, y compris des batteries de missiles solaires et des lanceurs mobiles disséminés à travers Téhéran. Dissimulés à la vue de tous, ils restaient silencieusement dans des endroits visibles, attendant le signal. Lorsque l'attaque aérienne a finalement commencé, ces lanceurs cachés sont entrés en action. Les missiles, activés à distance, ont été lancés avec une précision chirurgicale, frappant plusieurs cibles de défense aérienne avant même que les militaires iraniens n'aient eu le temps de réagir. Mais ce n'était qu'un seul niveau de l'opération. En même temps, l'agence d'espionnage israélienne a construit une base secrète de drones en Iran, dont les efforts reflétaient la tactique de combat observée dans des endroits comme l'Ukraine, mais portés à un tout autre niveau de complexité et de secret. Les drones ont été introduits clandestinement dans le pays pièce par pièce et ont été assemblés discrètement pendant plusieurs mois. Le fait qu'une telle installation ait pu être construite et exploitée sans être remarquée si près de Téhéran a démontré l'ampleur extraordinaire et la planification minutieuse de la mission. Depuis cette base secrète, des vagues de petits drones et de plus grands quadricoptères chargés d'explosifs ont été lancés. Ces drones jouaient des rôles différents. Les premiers à frapper furent les drones, se dirigeant vers les systèmes de défense aérienne lors d'attaques kamikazes, tandis que les quadricoptères poursuivaient l'opération avec des explosions ciblées pour achever le travail. Ensemble, ils ont neutralisé des cibles critiques de la défense aérienne, y compris les batteries avancées S-300, aveuglant ainsi de fait le système de défense anti-aérienne iranien. Bien qu'Israël bombarde les sites nucléaires iraniens depuis le 13 juin 2025, il vaut la peine d'examiner plus en détail pourquoi ces frappes continuent de se produire encore et encore. La réponse se trouve dans les profondeurs souterraines, au sens propre. Ces sites nucléaires ne sont pas simplement cachés, ils sont enfouis sous des couches de béton armé et de terre, spécialement conçues pour résister à la plupart des attaques conventionnelles.
Israël a utilisé ses propres bombes anti-bunker, mais selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, ces armes n'ont pas réussi à pénétrer complètement les sites nucléaires souterrains les mieux fortifiés d'Iran. C'est pourquoi Israël continue de frapper les mêmes cibles à plusieurs reprises. L'objectif était de détruire les défenses couche par couche. Si Israël utilisait des bombes anti-bunker américaines plus avancées, capables de pénétrer plus profondément, le résultat pourrait être plus décisif, endommageant ou même détruisant les installations souterraines d'enrichissement d'uranium en une seule frappe. Nous reviendrons sur ces munitions américaines dans une minute, mais d'abord voyons ce que l'Iran visait et pourquoi. L'objectif principal des forces de défense israéliennes est de paralyser le programme nucléaire iranien en frappant ses sites d'enrichissement les plus importants, en particulier Fordo, Natanz et Ispahan. Prenons l'exemple de Natanz. Ce site comprend 6 bâtiments en surface et 3 installations souterraines, dont 2 sont suffisamment grandes pour accueillir 50 000 centrifugeuses, selon l'initiative sur la menace nucléaire, après le récent bombardement du site par Israël. Les premières estimations montrent que les frappes ont été très efficaces. Elles ont largement dépassé les dégâts superficiels, coupant l'électricité au niveau inférieur où se trouvent les centrifugeuses. La partie en surface de l'usine pilote d'enrichissement du combustible a également été détruite. Cette usine, en service depuis 2003, enrichissait l'uranium jusqu'à un taux de 60%. L'uranium de qualité militaire est enrichi jusqu'à 90%, c'est pourquoi cette installation était dangereusement proche de ce seuil. Maintenant, examinons Fordo. Contrairement à Natanz, Fordo est situé profondément sous terre et protégé par d'importantes fortifications. Israël l'a visé avec des munitions anti-bunker modernes, mais les résultats étaient beaucoup moins convaincants. Leurs bombes avaient du mal à percer la protection dense. Les dégâts ont été minimes, malgré les frappes répétées. En fait, les avions israéliens ont largué ces munitions à plusieurs reprises sur Fordo, provoquant un tremblement de terre local de 2,5 sur l'échelle de Richter, ce qui indique la force brute utilisée. Ce site reste un problème sérieux, protégé à la fois par sa position géographique et par le bouclier complexe de missiles de l'Iran. La raison pour laquelle Israël a décidé de frapper à nouveau ces mêmes cibles n'est pas de faire une déclaration retentissante, mais parce qu'il est bien plus difficile de briser le programme nucléaire iranien que de simplement frapper une cible une fois et de passer à autre chose. C'est pourquoi Israël a besoin que les États-Unis livrent la bombe Guided Bomb Unit 57 anti-bunker afin de pouvoir enfin percer le site nucléaire de Fordo. Commençons par examiner la bombe Bomb Live Unit 109. Il s'agit d'une bombe pesant près d'une tonne, développée dans les années 1970. Cette arme était capable de percer près de 2 mètres de béton armé. Ensuite, nous passons à ce qu'utilise Israël. La bombe Guided Bomb Unit 28 équipée d'un guidage laser à l'avant de la bombe. Cette bombe peut pénétrer jusqu'à une profondeur de près de 6 mètres, ce qui équivaut à la hauteur d'un bâtiment de 2 étages. Cependant, aucune ne peut rivaliser avec les capacités énormes de la Guided Bomb Unit 57, aussi appelée Massive Ordnance Penetrator. Elle peut pénétrer dans le sol à une profondeur de plus de 60 mètres. Cette profondeur équivaut à la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Ces exemples démontrent des avancées significatives et des différences dans les niveaux de pénétration parmi ces armes spécialisées. Cela signifie que cette arme peut pénétrer dans le site nucléaire de Fordo. Plaçons une personne moyenne à côté de cette bombe. La taille du missile est de 6 mètres, ce qui lui donne une forme aérodynamique profilée, essentielle pour la stabilité et la précision. Avec un diamètre de 80 cm et un poids incroyable de 13 tonnes et demie, cette bombe utilise son énorme masse pour générer l'énergie cinétique nécessaire à une pénétration en profondeur. Cette conception lourde et compacte lui permet de traverser plus de 60 mètres de béton armé, ce qui en fait l'une des munitions les plus efficaces au monde pour la destruction de bunkers. Mais les États-Unis sont le seul pays à posséder actuellement cette technologie. Pour déployer une arme aussi lourde, il vous faut cet avion furtif d'une valeur d'1 milliard de dollars, comme le bombardier B-2 présenté dans l'une de mes vidéos précédentes.
C'est parce que l'Iran dispose toujours d'un système de défense aérienne fiable et qu'un avion standard peut être facilement détecté par radar et abattu. Première étape, une plateforme pour placer la bombe. Comme mentionné précédemment, le bombardier furtif B-2 vole à très haute altitude. Lorsque l'avion atteint l'endroit désigné et que les conditions sont optimales, il largue la bombe. La bombe est conçue pour être précise, et l'altitude de largage joue un rôle crucial dans sa trajectoire et son efficacité. Ensuite, lors de la deuxième étape, le guidage de haute précision intervient. La bombe est équipée d'une technologie de guidage avancée, y compris des systèmes de navigation inertielle qui sont de niveau militaire et satellitaire. Ensuite vient la troisième étape, c'est-à-dire la correction de trajectoire. Les informations et les données de guidage sont ensuite transmises aux 4 moteurs à grille de la bombe situés à l'arrière. Ces ailettes peuvent en bouger et s'ajuster en temps réel, permettant à la bombe de corriger sa trajectoire pendant sa descente sous l'effet de la gravité. Ces ajustements sont nécessaires car l'arme ne dispose pas de moteur pour modifier sa trajectoire. À la place, la bombe compte sur le mouvement de ses ailettes et une grande différence d'altitude pour contrôler sa trajectoire de vol. C'est pourquoi la bombe doit être larguée d'une très grande altitude, afin d'avoir suffisamment de temps et de distance pour ajuster précisément sa trajectoire. Et voici la partie la plus difficile, l'étape 4, l'impact et la pénétration. La bombe, connue sous le nom de pèse environ 13 tonnes et demie. Lorsqu'elle atteint sa cible, elle frappe avec une force énorme, conçue pour pénétrer profondément dans des structures non fortifiées, comme des bunkers. L'énergie de l'impact permet à la bombe de s'enfoncer à plus de 60 mètres dans le béton armé, garantissant qu'elle délivre sa charge exactement là où elle est prévue. Et elle est prévue pour un effet maximal. Enfin, la 5e étape consiste en la partie complexe de l'armement de l'arme. Il a été équipé de 2 détonateurs. 2 détonateurs sont nécessaires comme réserve, le premier pour le capteur d'impact et le second est un détonateur à retardement. La raison de la nécessité de la refonte était de garantir que la bombe puisse atteindre des cibles enfouies sous d'importantes couches de matériaux renforcés. Pour cette raison, les détonateurs sont placés à l'arrière de la bombe afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés. Dès que le retardateur de temps ou le détonateur à capteur d'impact atteint son objectif, il peut exploser, créant un mini-séisme capable d'ensevelir des bunkers et des immeubles de 20 étages. Passons à la question suivante. Comment les systèmes de défense aérienne iraniens ont-ils été neutralisés et comment Israël a-t-il éliminé les scientifiques nucléaires en général, à l'aide du guidage laser et de bombes anti-bunker? L'armée de l'air israélienne utilise également des avions non furtifs comme le F-15, armés de différents types de munitions, pour effectuer des frappes précises sur plusieurs sites. Le fer de lance de l'attaque est une bombe anti-bunker capable de percer ce bâtiment de 6 étages. Elle peut raser plusieurs pâtés de maison avec seulement quelques munitions. C'est une bombe anti-bunker, ou comme on l'appelle aussi, une bombe booster. Elle possède un capteur laser à l'avant et juste derrière des stabilisateurs réglables. Dans la partie centrale se trouve une ogive d'environ 300 kg, contenant un explosif tritonique. C'est un mélange de 80% de trinitrotoluène et de 20% de poudre d'aluminium. Voyons comment cela fonctionne. Première étape, d'abord, un laser est utilisé pour illuminer la cible où le guidage Global Positioning System est déjà assigné à celle-ci. Deuxième étape, le chasseur F-15 survole la cible illuminée et la bombe est larguée. Troisième étape, après le largage de la bombe, le système de guidage à l'avant se connecte à la queue et aux ailerons. Cela permet à la bombe de corriger précisément sa trajectoire de vol, la guidant exactement vers la cible. Quatrième étape. Comme déjà mentionné, il s'agit d'une bombe anti-bunker conçue pour pénétrer dans des bunkers en béton armé à une profondeur d'environ 6 mètres et capable de traverser jusqu'à 30 mètres de terre, meubles ou de bâtiments. Cinquième étape. Dans le passé, la Guided Bomb Unit 28 était équipée d'un détonateur à retardement, comme celui-ci, ce qui lui permettait d'exploser après avoir pénétré la cible, et un nom à l'impact. La bombe contient 315 kg de trinitrotoluène, ce qui crée un rayon d'explosion de plusieurs centaines de mètres, ce qui est assez considérable pour une bombe de cette taille.
Pour plus d'informations sur la guerre au Moyen-Orient, regardez la chaîne YouTube d'Alexei Petchii. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code à réponse rapide affiché sur vos écrans. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien.